podcast. C'était une aube au creux de ta chaleur. Quand étais-tu endormi? Quand suis-je rentré? J'ai bondi hors du lit, me suis mise à la fenêtre et écarté précautionneusement le rideau. La voiture noire était en bas, dans la rue, phare éteint. Une Fiat 125. Plus de doute. Puis nous avons entamé les préparatifs, comme pour un long voyage. La sonnette s'affolait. Il défonçait la porte à coups de poing. La première fois, j'étais arrêté en janvier 72. C'est ça. J'étais torturé une matinée. Et plus, non, 2 fois. Le jeudi, à 2 reprises dans la matinée, et le samedi après-midi. Et après, ils ont arrêté. Et passé en prison quelques jours après, où j'ai passé 1 mois, ainsi que l'habit. Et du fait des manifestations dans tout le pays, des étudiants et des lycéens, ils ont été obligés de nous relâcher. Ce numéro qui est photocopié, personne ne l'a vu. Parce qu'il a été saisi au niveau de l'imprimerie. Et l'imprimeur avait gardé 2 ou 3 numéros, et on a fait des photocopies dessus pour avoir une trace. Ils allaient la saisir au niveau de l'imprimerie. Abdelatif Labi a été arrêté en janvier 72 avec Abraham Sarfati et d'autres. Et il a été relâché. Abdelatif a écrit à plein de monde pour que les gens soient vigilants sur ce qui se passe au Maroc. Et ils sont revenus 15 jours après. Là, ils ont pu arrêter l'habit et moi, j'ai pu passer dans la clandestinité où j'étais 2 ans et 8 mois pour être arrêté en novembre 74. Et on nous a amenés là-bas, on a trouvé des détenus. Déjà, on a trouvé des détenus et ils ont apporté d'autres détenus. Alors là, on avait tout le temps le bandeau et le menottes et on nous a donné une couverture pour chacun. Et des couvertures vieilles, des couvertures de l'armée française, de l'armée colonialiste. Et on était presque l'un à côté de l'autre. On n'avait pas le droit ni de parler, ni de soulever le bandeau. J'ai gardé le bandeau pendant 13 mois, le bandeau et les menottes. Alors là, on était des centaines de personnes. Ce sont des gens qui ont été arrêtés pendant les événements de mars 73. Et il y avait de tout âge, des gosses de 2 ans, de 17 ans, de 15 ans, jusqu'à des vieillards de 90 ans. D'abord, il y avait la torture chaque jour, parce que si on bouge sans demander le droit au Hajj, ou fait l'objet des sévices et des tortures de tout genre, et on nous frappait avec des fils de fer. La torture, elle fait partie de la vie quotidienne de la police et de la gendarmerie marocaine. Hein. Lorsque j'étais torturé la première fois, c'était dans un bureau à peine plus grand que celui-ci, et ils avaient un tuyau, ils m'ont arrosé, ils m'ont noyé comme ça sous le tuyau, avec le pneu en dessous qui recueillait l'eau. Vous savez, la torture au Maroc, c'est dans la vie quotidienne de la police. Order Moulay Shrif, c'était plus élaboré, et plus des spécialistes de haut niveau, si l'on peut dire, au niveau international même. Mais le policier marocain de base et le gendarme marocain de base pratiquent la torture dans sa vie quotidienne de policier et de gendarme. On est resté là pendant 8 mois dans ce camp-là, et j'étais amené un jour au commissariat de Derbouneh Cherif. C'est un centre de torture plus connu au Maroc. Bon, ils ont commencé à me questionner d'abord la liste des détenus politiques, Sarfati, Labi, Drkaoui, etc. Et avant de me soulever, ils ont commencé à me frapper, à me dire: alors, est-ce que tu vas parler? Tu vas nous dire tout ce que tu sais. Si tu parles, bon d'accord, si tu parles pas, on va te tuer, on va te faire fondre comme une bougie. On va t'allumer, t'éteindre jusqu'à ce que tu fondes comme une bougie. Bon, moi je savais rien, et ils m'ont soulevé, ils ont mis les 2 bouts de la barre sur des appuis. Quand ça commence, ça n'arrête pas.
Et là, ils ont commencé à me frapper sur les pieds d'abord avec des nerfs de bœuf sur les pieds. Et de l'autre côté, il y avait un autre qui a mis un chiffon sur mon nez et ma bouche, mouillé, et qui versait tout le temps de l'eau. Je n'arrivais pas du tout à respirer. Tout ce que je respire, c'était de l'eau sale. Il y avait du crésil ou du javel. C'était très sale et très fort comme odeur. Il y avait 3 ou 4 autres tout autour qui m'insultaient, qui me disaient « alors tu vas parler ». On avait un code. Quand tu sois arrêté, essayer de résister au moins pour 48 heures afin que les personnes qui ont des rendez-vous avec toi, elles savent que tu... Parce que nous, on était ponctuels. Après, tu peux lâcher. Non, là, il faut distinguer, si vous voulez. Il y avait des militants de base qui pouvaient être depuis peu, et qui pouvaient, de jeunes militants. Ça, on ne peut pas le reprocher à personne. En revanche, il y a eu des dirigeants qui ont cédé. Et là, c'est tout à fait différent. Parfois, le corps humain, c'est pas le même. À certains moments, je sentais la douleur au niveau de mes pieds, des plantes de pied, et aussi au niveau des mollets, parce que la barre de fer, j'avais l'impression comme si elle me coupait les veines et je ne sentais plus toute la douleur centralisée dans mon crâne, dans ma tête. Sous la torture, tu perds le sens du temps et du lieu. Tu sais que tu es arrêté, mais où? On pense d'abord à résister. Comment essayer de résister, que ce soit physiquement, c'est-à-dire... Au moment précis de la torture, c'est essentiellement sauvegarder sa dignité. On ne peut pas réfléchir. Et il faut avoir ça en profondeur. Et puis par la suite, quand on peut réfléchir, c'est bien sûr sauvegarder tout ce pourquoi on lutte. Et notamment l'organisation et ses camarades. J'ai passé le temps à penser un peu aux d'autres mouvements. Et d'ailleurs, au moment des tortures, j'avais tout le temps le slogan dans Palestine-Vietnam. Je répétais tout le temps de Palestine-Vietnam, Palestine-Vietnam pendant tout le temps des tortures. Et ça m'aidait beaucoup à supporter. Donc, commencer, est-ce que je suis marxiste, est-ce que je lis Mao Tse-tung, est-ce que ils ont commencé à m'interroger sur l'histoire du Maroc, qui a apporté l'indépendance. Moi, bien sûr, je disais que c'est le peuple. Je répétais c'est le peuple, mais chaque fois que je répète que c'est le peuple, la torture augmente, et parce qu'il fallait que je dise que c'est le roi Mohamed V et Hassan qui ont apporté l'indépendance. La mort, tu es devant la mort. Tu vois la mort. Tu la sens. Et tu lâches à un moment donné. Et ça s'arrête. Nous avons tout à réinventer maintenant. Après les traîtrises monumentales et la chute des masques. Mais c'est une nouvelle logique qui gronde, elle fleurit d'abord sur la bouche des canons, des nouveaux voilés qui repeuplent notre histoire. Nous vengerons l'espoir et la lumière. Nous vengerons les avortements historiques. D'abord la parole, d'abord les certitudes arrachées à la nuit, d'abord l'arme. Nous n'étions donc pas morts de nos montagnes, des camps et des grottes d'internement. S'élèvent déjà les voix canonnières des déshérités. La voix tocsin générale des travailleurs s'élève déjà, les poings et les index, où s'accumule la soif ardente de tous nos déserts coalisés. La soif d'armes et de cibles localisées déjà sur l'itinéraire de nos plaies et dans la topographie du futur foudroyant.
Ils n'ont pas été les seuls à être arrêtés. Il y avait des centaines et des centaines d'arrestations. Il y avait des moments où il y avait des procès sans arrêt. Rien que pour notre mouvement. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les marxistes-léninistes. À Marrakech, il y avait des gens, une trentaine qui étaient arrêtés. C'était les premières arrestations au sein de notre mouvement. C'était en 1971. Tout ce qu'il y a à dire de l'état d'exception et des années de plomb, c'est qu'on avait une trouille d'enfer. La nuit, c'était un couvre-feu qui ne disait pas son nom, etc. Mais on était habitués. Enfin, vous ne pouvez pas aller dans un café, les gens faisaient comme ça pour vous écouter. Mais il y avait des gens qui étaient arrêtés, qui passaient une année dans les détentions illégales d'ailleurs, puisque c'était comme des enlèvements. Leur famille savait qu'ils étaient arrêtés, mais où ils étaient, tout ça, ils n'avaient aucune information. Et puis à partir d'un certain moment, ils étaient relâchés. Donc il y avait ceux qui ont subi des procès, peut-être 400, 500, mais il y a beaucoup qui n'ont pas eu ce loisir, ce plaisir d'avoir un procès, qui étaient arrêtés et puis ils sortent, c'est tout. Ben nous, on avait des numéros saisis, on était suivis par la police. Après ces arrestations, la direction de Hilal Hammam était totalement clandestine. Ils étaient recherchés, on connaissait leur nom. Les policiers n'arrivaient pas à les localiser, donc à les arrêter. Des luttes politiques marocaines n'étaient pas non plus exceptionnelles, hein, on a bien vu, parce qu'il a suffi de... On arrête Serfati, le pauvre Serfati, il est resté 2-3 ans à courir d'un endroit à l'autre, à se sauver, etc., etc. Puis procès politique, puis prison, et puis avec tout ça, on arrivera pas forcément à briser le bonhomme, mais à briser le mouvement. Mais ils ne sont pas arrivés à briser le mouvement. C'est ça la chose. Serfati avait écrit un article qui avait fait polémique, qu'il avait appelé « Construire le mouvement révolutionnaire sous le feu de l'ennemi ». Ça a l'air d'un slogan assez désespérant. Je suis là. Et il fait froid. Je suis là et il fait froid. Mes doigts baguettes froides. Il fait froid. Je suis là. Je suis là et je ne sais même pas si elle viendra. Il fait froid. Il fait froid. Il fait froid. Sachez bien que la seule preuve qui a été montrée lors de son procès à Abdellatif Lahabi et d'autres, mais pour ce qui concerne strictement le poète Abdellatif Lahabi, ça a été la collection de souffles qui a été étalée au tribunal comme la preuve incontestable qui voulait renverser la monarchie, je veux dire. Collection entière de souffles, seule preuve. Donc une preuve, je dirais, culturelle. Bien que je n'avais pas toutes les informations, j'étais persuadé qu'il était innocent et qu'on ne pouvait pas arrêter un poète, écrivain pour délit d'opinion, etc. Donc c'est bien parce qu'il a été poète et en particulier considéré comme l'instigateur, l'initiateur de toute cette... considéré comme une folie terroriste, d'une certaine manière, par le pouvoir terrible du roi Hassan II, qui disait, selon un rite malékite, on peut éliminer le tiers de la population pour que le royaume survive. Le crime. Construire une société marocaine qui mérite d'être qualifiée d'humaine. Le procès Inquisition. Comment ? Vous prétendez avoir le droit d'être marxiste en terre d'islam. Vous êtes donc un athée, un ennemi de Dieu, de la patrie et du roi. Vous êtes un agent du Polisario et de Moscou, un traître. Écoutez-moi bien, on aurait pu vous faire juger par le tribunal militaire,
qui vous aurait condamné à la peine de mort pour intelligence avec l'ennemi. Mais vous avez la chance de vivre au Maroc, où notre patrie est clémente et miséricordieuse, où l'État est un État de droit et le régime une démocratie exemplaire. C'est pourquoi vous avez le privilège d'être jugé par une cour civile qui respecte les droits de la défense, bien que vous soyez accusé de crimes gravissimes. Attentat contre le régime monarchique pour lui substituer un régime républicain, complot contre la sûreté intérieure de l'État, outrage à l'autorité publique, constitution illégale d'association, fabrication de faux documents administratifs. Pour tous ces crimes, vous n'êtes passible que de la réclusion perpétuelle. Répondez par oui ou par non aux questions qui vous seront posées. Et sachez que tout bavardage en dehors de ces réponses vous vaudra d'être expulsé de la salle d'audience et conduit à la cave. On vous a accusé de complot. Est-ce que vous avez accepté cette... Jamais. Si nous avions pu nous défendre au procès, nous aurions montré la différence qu'il y a entre un complot et une lutte politique qui vise à organiser le peuple. C'est tout à fait différent. En fait, dans nos écrits, on voulait en finir avec le régime, ça c'est la réalité. On voulait construire un régime républicain. Mais les moyens qu'on utilisait, c'était des écrits, c'était des idées. C'était pas la mise en œuvre concrète de ces idées sur le terrain. Pas encore. C'était vraiment un procès d'opinion, en fin de compte. Procès d'opinion. Le procès a eu lieu en août 1973. Il y avait Assidan, il y avait Labi, il y avait Hazni également, il y avait Darqawi, il y avait Balafrej, il y avait donc un certain nombre de militants. Il y a un fourgon qui est venu, qui nous a emmenés à Casablanca, parce que c'est là-bas qu'il y a le centre. On était 84, qui étaient poursuivis par la justice. 48 seulement étaient présents lors du procès, en août 1973. On avait beaucoup d'avocats. L'écran de robe noire qu'il y avait entre nous et les juges, on ne les voyait pas, tellement ils étaient nombreux. Parce qu'il y avait tous les partis d'opposition qui envoyaient leurs avocats. On a eu même 3 avocats étrangers. On a eu Leclerc, Buisser, et on a eu un avocat palestinien. Un procès préfabriqué, bien sûr. On était condamnés avant même d'arriver au tribunal. Où les sentences étaient, disons, dictées par la police. Il n'y avait pas de justice. Hein. On avait une confrontation directe entre les juges et les militants. Ça a été une tribune pour nous. C'est pour la première fois, on a expérimenté ici au Maroc la méthode, disons, de Dimitrov. Quand les nazis ont accusé le Parti communiste allemand d'avoir brûlé le Reichstag, ils ont arrêté Dimitrov. La preuve que les communistes, c'était eux qui ont brûlé le Reichstag, c'est que Dimitrov était là. Il a fait un procès extraordinaire de l'accusé-accusateur. C'est lui qui a fait le procès du nazisme. Nous, c'est la même chose. Au lieu de laisser faire notre procès, on a fait le procès du pouvoir. On a été condamnés pour atteinte à la sûreté de l'État. La peine maximale requise, c'était 15 ans. Avec 5 autres camarades, on avait 15 ans de prison. Et puis de là, Kénitra, la prison de sûreté. Mes amis, vous vous êtes souvent demandé comment j'en suis arrivé là. Comment un poète peut-il descendre de ses nuages, marcher sur terre et devenir un combattant? Eh bien voilà, vous connaissez mon amour pour mon pays et mon peuple, et vous comprenez sans réticence que dans notre zone des tempêtes, ces mots soient pleins de signification, qu'on puisse vibrer, se battre et mourir pour ce qu'ils représentent. Votre attention à moi en est la preuve éclatante. Oui, si je suis ici, c'est que ma passion était dévorante.
Elle détruisit toutes les velléités de confort, tous les privilèges que pouvait me conférer ma condition d'intellectuel, toutes les illusions de l'observation à froid, de la description objective, dans les laboratoires universitaires. Il n'y avait pas de juste milieu. On savait qu'on allait écoper de peines très lourdes, que nos familles n'allaient pas être en forme, qu'elles allaient être démoralisées, que le pouvoir voulait nous faire peur. Alors on a fait cette chanson d'ailleurs, qui maintenant est très courante dans le pays, qui s'appelle « Lana ya rifaq liqa'un ghada ». Camarades, nous allons nous rencontrer demain. Le dernier verset dit que les tyrans du régime, ça y est, leur ère est finie et leur soleil est en train de décliner. Tu te réveilles soudain et te voilà tout drôle. C'est un réveil apocalyptique qui vient brusquement, comme un requin émergeant des hauts fonds après un sommeil de mitraille. Ballotté dans son vertige, tu ne peux plus dormir. Mais as-tu jamais dormi? Qu'est-ce que le sommeil? On attend dans son conscient enchaîné, on attend dans ses pupilles, on attend dans le train qui passe, on attend dans le poisson qu'on pêche, on attend dans son dépit muet, dans sa maladie incurable. On attend l'invisible, l'impossible de vivre. Vivre. Et l'on circule pour passer le temps, on se drogue pour passer le temps, on s'endort, on se réveille, on court. On s'assoit sur ses babouches dans la helka pour passer le temps, on regarde la télévision, on va en prison pour passer le temps. Et l'on se passe le mot. Les morts, réveillez-vous. Rien. Les morts ne répondront pas. Ça a été la mise à mort de la revue, mais pas seulement que la revue, je dirais de cette mouvance-là. Hein. Je sais pas, c'est une période vraiment, j'ai du mal à m'en souvenir. C'est pas gai. Soit ça vous revient, mais par période, par flash. Beaucoup de gens sont partis, se sont exilés. Beaucoup ont cessé d'écrire. C'est important. Moi, j'ai le souvenir que, oui, ça se durcissait, 70-80, c'était pénible. Ça se rétrécissait. Donc il fallait louvoyer, il fallait essayer de... On sentait que c'était les mêmes idéaux. Mais il n'y avait plus de mouvement révolutionnaire qui voulait fomenter un coup d'État ou une révolte populaire pour changer de régime. Bon. Mais on ne sentait pas un arrêt comme ça, non. Puis après, il y a eu les mouvements pour les prisonniers et maintenant des familles. Et les femmes ont joué un très grand rôle. Pour moi, ça a été une traversée un peu pénible, mais ça correspondait aussi à ce qu'on a appelé en France le reflux de 68. La révolution, c'était comme quelque chose qui était dépassé. Il n'y avait plus aucun mouvement qui revendiquait la révolution
très curieusement, les années 70 à 80 ont été des années affreuses pour les gens qui ont vécu 68 et qui ont baigné dans ces perspectives et dans ces idées-là. La réconciliation entre la gauche et la monarchie était devenue une chose normale. Le régime s'était installé d'une manière beaucoup plus puissante et en même temps, il a su fédérer à lui toute la population grâce par exemple à l'histoire de la Marche verte, la récupération du Sahara occidental. Je crois que c'est 68, l'arrêt de la philosophie et de la sociologie. Donc c'était plus enseigné. C'était une période de reflux, au sens premier du terme. Ça a été la mise à pas de tout ce qui pouvait ressembler à des mouvements de contestation. Et de ce point de vue-là, l'Europe et le Maghreb ont absolument subi le même mouvement. Les étudiants, par exemple, de l'UNEM, qui étaient gauchistes ou carrément marxistes, sont devenus islamistes. Tout ça parce que, pour ne pas laisser, mais c'est une politique mondiale, ça n'a rien à voir avec uniquement le Maroc, c'est-à-dire que pour que les idées socialistes soient combattues, il y a eu une volonté d'islamiser l'enseignement. Mais c'était une politique délibérée. C'est un machin mondial, ça vient des Américains et ça vient des... Mes amis, vous qui vivez dans les labyrinthes stérilisés de la citadelle du capital, vous qui voyez passer sous vos fenêtres les caravanes du butin estampillé, raclées par les marchands templiers de toutes les zones du pillage, vous les objecteurs, dans le crépuscule entre chiens et loups, où l'on complote, intervient, massacre à tous les horizons, au nom de votre sécurité, de vos intérêts, de votre modèle de désespoir, vous les doux, arroseurs de l'arbre de la fraternité, devant les yeux desquels on ratonne encore, haut, discrètement, en mettant entre les mains sales et le bic au nègre et autres gibiers de potence, un fusil, un couteau, une charge de plastique, dans le brouillard tutélaire. Vous qu'on affame, tant le spectacle de vos voiries, dégoulinant des rogatons de la consommation, vous fait vomir. Quand on voit un petit peu là ce long fleuve qui n'est pas tranquille de l'histoire, quel est l'apport de chaque chose? Bon, il y a des choses qui ont échoué sur un certain plan, mais en même temps, n'ont pas totalement échoué. Bah là, a posteriori, parce que les gens ont été mis en prison, ça fait là, ça y est, c'était dès le début, c'était foutu. Bah, je pourrais pas dire ça. Les gens qui ont parlé de cette époque, en général, ils avaient une vision critique, mais surtout de regret. C'était des causes perdues, tu vois, d'avance. Les gens réécrivent l'histoire a posteriori. Mais bon, ils n'ont pas réussi leur coup, entre guillemets. Toutes ces revendications et ces trucs sociaux ou politiques, ça n'a pas servi à grand-chose. Donc c'est un peu la vision de plein de gens qui sont rentrés dans le système, tu vois, au Maroc. Bien sûr, il y a parmi eux beaucoup de gens qui maintiennent leur position. Ils ont continué à militer dans la société civile. En fait, la phrase qui me revient souvent, c'est « il faut savoir jouer le jeu ». Ils ont arrêté d'y croire, pour certains. Mais pour d'autres, c'est le doute. Parce que si au Maroc, si tu sais comment bien te
positionné ou si tu peux très bien vivre. Ils se sont trouvés dans une situation d'ambiguïté. Alors, l'ambiguïté, ça ne fait pas bouger les gens. Ça ne fait pas bouger les gens. En fait, ce qu'on a, c'est très bien. À chaque fois que tu regardes à droite, à gauche, tu vois que c'est pire que chez nous. Tu peux avoir une très bonne vie, beaucoup mieux qu'à l'étranger. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre ? Non, les Marocains sont maintenant dans une phase... ils sont pleins d'orgueil sur la façon dont le Maroc évolue. Ils sont très contents. Il n'y a presque plus d'opposition. La plupart, ça les a immobilisés. Les combats politiques et tout ça, c'est juste... Ouais. Ça vient mettre des embrouilles dans le statu quo qui leur sert un peu. Donc, ça sert à rien. Après, moi, j'y crois pas trop parce que c'est pas vrai que ça sert à rien. D'ailleurs, les gens aujourd'hui se réintéressent à Souffle et... Ouais. Ô mes amis, courage. Pour vous et pour nous, courage. Partout le tunnel de la nuit semble sans issue, courage. Nous convertirons le soleil à notre périple d'exigence. Nous débarquerons dans ce continent nouveau qui se lèvera sur toute la terre. Non, puis de toute façon, l'oubli c'est toujours temporaire. Parce que le régime marocain, il y a une continuité, donc il y a une continuité, il n'y a pas eu de révolution. Et la preuve que maintenant, on est dans la preuve qu'il n'y a pas eu, en fait, de véritable réconciliation, entre guillemets, nationale, c'est qu'aujourd'hui, on a, bien sûr, un État policier, on vit dans un État policier, un régime répressif. Les choses sont à la fois écrasées, mais en même temps ressurgissantes, ça dépend des moments. Si par exemple demain il y a un événement sensationnel dans un sens ou dans un autre, tout peut ressurgir. Peuple d'étoiles, peuple d'enceintes, d'herbes magiques, entre vous, entre moi, le crâne fracassé brille. Brille, et sa chair boueuse, sa chair sans source, meurt et remeurt dans la fosse, tel un navigateur, tel un mythe, peuple d'étoiles et d'enceintes et de neige, peuple sans chant, privé de fosse, privé d'escale entre vous. Entre moi, le crâne fracassé brille. Brille, nous portons tous l'incorruptible peau d'arbre qui nous dévore, qui nous avale, nous honore sur l'épaule. Nous portons tous des fleuves de même âge, des fleuves sans voix, que nous moissonnons, creusons. Nos pieds entendent pousser les chênes, pousser les herbes, pousser la mer, peuple d'étoiles et de fosses et de forêts. La sensibilité des roches, la sensibilité des îles sont leurs chaînes, leurs batailles, leurs oiseaux. Les enclumes que nous portons au cou nous métamorphosent. Peuple de printemps, de déluge et d'ossements. Le délire du fouet est notre délire. Nous sommes les forgerons de la nuit des rêves. Nous sommes le fer, le glaive, peuple d'étoiles et d'enceintes et d'herbes. Les chiens de la cité sont nos chiens, les peines nos anémones. Peuple de sangliers, de colombes et de moineaux, nous sommes la barque. Au son du tambour, nous nous exécutons dans une joie féroce. Au mugissement des arbres, nous demeurons spectres sans écailles, peine sans nectar, moisson sans épis, glaive
sans anémone, debout. Levez-vous, levez-vous, peuple d'ombre, peuple de morsure. Debout, debout, levez-vous, levez-vous, peuple de murs, de prison, de roches, debout. Levez-vous, peuple d'étoiles, de fleuves et d'enceintes. C'était Il dévorait la ville en imagination, épisode 6, et l'on se passe le mot. Avec, par ordre d'apparition, Abraham Serfati, Jamel Bellartar, Abdelkader Lakta'a, un anonyme enregistré en 1978, Ahmed Bouraba, Zakia Daoud, Amin Abdelhamid, Selim Jey, Ghislain Ripaud, Houssine Tanjawi, Mohamed Jibril, Sophia Alami, Abdellatif Zerouel. Les textes sont extraits de la revue Souffle. Ils sont interprétés par Yasmine Bouja, Louise Achas, Boutaïna El Fekak, Bernard Noël et Wahib Mortada. À la création sonore, Nicolas Makoumi, Guillaume Solignat au mixage. Produit à l'INA par Laetitia Fourmont, Sophie Heria et Delphine Lambard. Écrit et réalisé par Ella Bellone. Je voudrais remercier Solène Arbel, Monique Perrière et Pascal Tison pour leurs conseils. Mohamed Benjedi, Touda Bouanani, Roland Carré, Ali Essafi, Eliane Kircher-Noël, Tonia Marini, Léa Morin, Peter Spielmann et Paraska Tonis-Kilnik pour leur aide dans mes recherches. Anissa, Léo, Florian, Henriette, Clément, Mathilde, Evan et Charlotte pour leurs écoutes. Et enfin, Zach, Reda et Maxime pour leur soutien stratégique.